Et là, on va parler du combat des chefs. Le combat des chefs. Voilà, c'est une autre titraille que l'on doit à l'ami Jean-Pierre Hulot. Allez, hop, on passe à table ou on repasse à table. Alors, au menu, je vous propose déclinaison de diversité, rémoulade de tendance, consommé d'influence. Alors au piano, un chef mélodieux, talentueux et plein d'idées. Alors je vous préviens tout de suite, on va déguster. Mais je vous promets, vous allez adorer. Grégory Cohen, il est là, il arrive. Les applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue Grégory, merci, merci de nous avoir rejoints. Voilà, on est en toute proximité. Chef médiatique, chérie, c'est moi le chef. C'est combien de numéros? On peut mettre le micro. Voilà. On a fait à peu près 300 numéros. C'était tous les jours sur France 2 à 17h. Et on a réuni jusqu'à 700 000 téléspectateurs, ce qui était assez génial. Énorme. C'est venu comment, la cuisine, déjà tout petit? Tout petit. Alors déjà, Frédéric, si je peux me permettre, je voulais très humblement vous remercier le groupe IGS de m'avoir invité, parce que j'ai vu des telles personnalités et de tels talents qui sont venus sur scène. J'ai essayé de me trouver une identité un peu qui fonctionnait avec les uns et les autres. Alors, j'ai réfléchi avec Maître Malka, j'ai pas trouvé. Et finalement, le seul, c'est avec Enoch, parce qu'en fait, c'est l'anagramme de mon nom de famille. Donc peut-être que du coup, ça peut définir une partie de mon identité. Pas mal du tout. Oui, alors chef médiatique, mais la cuisine, c'est pas être star. Non, la cuisine, c'est un vrai travail. J'ai commencé tôt, j'ai commencé à l'âge de 13 ans dans le restaurant de mes parents. C'est toujours très très agréable de travailler sous l'égide de son père. Oui, j'imagine. Surtout entre chefs. Hein, voilà. Oui, et puis c'est très calme, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas d'attente. C'était où? C'était rue de Verneuil, c'était à Paris, rue de Verneuil, juste en face de chez Serge Gainsbourg, qui venait pratiquement tous les jours et qui était devenu un habitué, un ami. Par rapport à ce combat des chefs, par rapport à ce dilemme identitaire, par rapport à tous ces sujets qu'on aborde depuis ce matin, cette cuisine française, comment la qualifier par rapport à toutes ces tendances qu'on voit aujourd'hui, où on est très clanique, où on aime bien diviser, segmenter? Alors, l'identité de la cuisine française, c'est assez étonnant, parce que la France, c'est quand même un des pays les plus... visité par un nombre de frontières assez nombreuses. On a une mer d'un côté, un océan de l'autre côté. On a l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne. Il suffit de passer un petit brin d'eau et puis on se retrouve en Angleterre. Donc on se retrouve avec en fait une masse de régions. On ne sait pas si on est gaulois, on ne sait pas si on était goth, wisigoth, ostrogoth, mérovingien, si c'est Apicius qui est revenu de Rome qui nous a amené son manuel de cuisine, ou alors si c'est quelqu'un d'autre qui l'a créé. On est une cuisine de construction. Et une cuisine de migration. Mais en fait, même au-delà de la cuisine de migration, qui est construite autour des ingrédients, puisque c'est la base de toute cuisine, c'est évidemment l'ingrédient. Je vais y venir juste après. Mais au-delà de la cuisine de migration, toujours pour revenir sur ce côté identitaire qui est assez étonnant et qui est assez drôle, c'est parce que je me suis posé la question en me disant, le dilemme identitaire, mince, qu'est-ce qui va me définir? Donc évidemment, à part la boutade sur Enoch, qu'est-ce qui va me définir? Est-ce que c'est ma religion qui me définit? Alors je suis juif, mais je ne pense pas que ce soit ma religion qui me définisse. Est-ce que c'est mon lieu de naissance? Je suis né à Neuilly-sur-Seine, à la clinique Sainte-Isabelle. Bon, je ne pense pas que ce soit ça qui me définisse. Mes parents sont nés à Alger, mes grands-parents en Sicile. J'ai fait il n'y a pas longtemps un test ADN. Je ne sais pas si vous avez des personnes. En fait. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est que en fait, je suis, tel que vous me voyez, à 18% asiatique. J'ai donc défini... en fait, je suis donc le fils de Marco Polo, pour la faire courte. Ah, c'était lui. Et c'était ça. Et tout ça pour revenir à ce chemin, en fait, et à cette construction des recettes. Cette construction des recettes, elle prend le chemin de nos voyages.
soit les voyages qu'on fait vers l'extérieur et puis qu'on ramène, soit ceux qui viennent nous visiter et qui nous ramènent des choses. On connaît un monsieur qui s'appelle Parmentier. Monsieur Parmentier, c'est... Henri Irénée, dont Voilà. on connaît les initiales du HI, Parmentier, bien sûr. Ouais. Très bien. Alors ça, c'est des private jokes. Il paraît qu'ils en font beaucoup, tous les deux. C'est ça, j'ai l'impression. Il y a aussi une private joke sur un philosophe et un virage qu'il faut prendre. Enfin, Je vois que Grégory a bien suivi. là, Ouais. j'ai essayé de me renseigner pour savoir à qui j'avais affaire. C'est ça? En fait, c'est pas mal. Bon, donc ce monsieur Parmentier qui a travaillé la pomme de terre, en fait, il a travaillé cette pomme de terre, mais ce qui est exceptionnel, c'est que cette pomme de terre, évidemment, elle n'est pas française, même si on appelle ça au final des French fries, et qui sont en fait créés en Belgique, en tout cas inventées en Belgique pour la double friture. Cette pomme de terre, elle vient d'Amérique du Sud, puis d'Amérique du Sud, elle est passée en Amérique du Nord, et puis elle est arrivée chez nous. Cette pomme de terre qu'on utilise aujourd'hui dans la cuisine française et qu'on détrônerait pour rien au monde, puisque c'est un des piliers de la cuisine française, bah, elle n'est pas française. Comme le mimosa qui vient d'Australie. Des choses Comme le ça. mimosa, comme la poire de terre. Vous connaissez la pomme de terre? Vous connaissez la poire de terre? Ah non, mais j'aimerais bien Poire que de vous nous la terre présentiez. Personne connaît la poire de terre? Alors la poire de terre. Faut être optimiste, mais pas surtout, monsieur. Moi, j'ai connu une bonne poire. Non, mais poire de terre. Donc la poire de terre, en fait, c'est 17e siècle. On voyage partout, on ramène plein de choses. On ramène du cacao, on ramène de la vanille. Bougainville qui ramène le bougainvillier. Hein. On ramène du bougainvillier, on ramène de tout. Et puis, on ramène un tubercule qui est un peu étrange, qui au départ s'appelle la poire de terre. Mais il est présenté au XVIIe siècle devant le roi, en même temps qu'une tribu amazonienne qui s'appelle les Topinahou. Et à côté, un journaliste qui était très très attentif a marqué que c'était un topinambour. Et ce fameux tubercule qu'on a mangé pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque les Allemands n'en voulaient plus, alors qu'eux en ont mangé pendant la Première Guerre mondiale, ben en fait, c'est la poire de terre qui est venue du Canada, qui est passée par une nomination d'Amérique du Sud, amérindienne, et puis qui finalement s'appelle maintenant le topinambour. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que quelque part, notre héritage de la cuisine française, c'est une sorte de millefeuille, un amalgame quelque part. Alors, je ne savais pas ce que j'étais en train de dire, mais merci. Tu vois, j'essaie de synthétiser et de suivre surtout. Hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. En fait, on a assimilé des voyages, on a assimilé des terroirs. Ces terroirs sont devenus du coup des territoires. Ces territoires sont devenus des nations. Et on a revendiqué cette cuisine de façon plus sérieuse. Par exemple, si vous vous baladez du côté de Strasbourg, ce que vous allez manger a priori du côté de Strasbourg, si vous y allez, mesdames, ça va être une choucroute a priori. Et en réalité, cette choucroute, on la mange, et si on réfléchit un tout petit peu, on se dit bah oui, mais en même temps, l'Alsace-Lorraine, elle était allemande pendant un moment, donc évidemment, la choucroute est allemande. Les femmes cuches, pareil. Voilà, sauf que le problème, c'est que la choucroute n'est pas du tout allemande, en fait. La choucroute, elle vient de Chine. Ah bon En fait, c'était la seule chose qu'ils pouvaient conserver et manger pendant qu'ils construisaient la Grande Muraille de Chine. C'était du chou fermenté en bocaux. Et en fait, quand les marins sont revenus, ils se sont rendus compte que ce chou permettait d'éviter le scorbut. Et donc, ils ont Parce ramené qu'il y avait de ça. la vitamine C dedans. Exactement. Et du coup, on est arrivé sur le grand port de Hambourg. Et à Hambourg, ce chou est arrivé. Les Allemands ont trouvé ça sympa, mais fade. Ils ont rajouté des saucisses et ces fameuses pommes de terre. Et puis, ça a fait notre choucroute qui, aujourd'hui, est un emblème national du côté de la région Grand Est. J'adore. Si on va à Nice, il y a quoi à Nice? Qu'est-ce qu'il y a qui vous intéresse? Il y a la Soca, il y a la pizza, la pissaladière, qui vient aussi du sud de l'Italie. Si on va un petit peu plus loin du coup en Italie et qu'on se dit ben, tiens, les pâtes c'est exceptionnel, vous savez tous d'où viennent les pâtes, elles viennent de Chine aussi. Et les nouilles sont arrivées avec ce fameux Marco Polo, donc mon ancêtre. Autoproclamé. Et du coup, ça a créé toute cette cuisine qui s'est réinventée, qui s'est amalgamée, et puis qui a été après, et c'est là où on a été très 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 fort, nous Français, c'est qu'on a, et pourtant c'est pas ce qui nous caractérise normalement, on a organisé la cuisine. On a créé une méthodologie de cuisine. C'est un monsieur qui s'appelle Auguste Escoffier. Auguste Escoffier était le meilleur ami de César Ritz. Donc César Ritz s'occupait de tout ce qui était logement et Escoffier s'occupait de tout ce qui était bouche. Et ce monsieur Escoffier a
était un visionnaire complètement incroyable, a monté des brigades. Chaque fois qu'il montait des brigades, il prenait ce qu'il appelait ses disciples, qui sont devenus les disciples d'Escoffier, et il les envoyait faire des ouvertures de restaurants avec son savoir-faire partout dans le monde. En 1913, avant la Première Guerre mondiale, il décide de faire, parce qu'il a des disciples partout dans le monde, un menu commun dans tous les palaces du monde, avec le télégramme. Donc il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait absolument pas d'Internet. Et avec Telegram, il fait un menu complet qu'il envoie à tous ses disciples partout dans le monde. Et le même soir, au même prix, le même menu est servi dans tout le monde. Ce monsieur Escoffier, c'est celui qui a créé le concept de brigade dans une cuisine. Le chef, le sous-chef, ce qui va nous permettre à nous de naturellement structurer, transmettre et partager. Et si tu peux me permettre de le dire, c'est peut-être aussi l'ancêtre des restaurants signature, où on a un Jean-Georges qui a des restaurants partout dans le monde. Et on a les grandes figures, c'est Escoffier numéro 1, parce qu'il a créé la structure, la méthodologie et le système de transmission. Donc ça, c'est absolument incroyable ce qu'il a fait. On est en 1920. En 1920, il crée le manuel. Il écrit toutes ses recettes sur un manuel. C'est la première fois qu'un manuel de cuisine est fait de A à Z. Et puis, le deuxième gros tournant, donc on va attendre pas mal de temps, c'est les années 80. Et les années 80, un monsieur qui s'appelle Paul Bocuse, qui sort de sa cuisine. Parce que avant les années 80, être cuisinier, c'était un métier qui était un métier rebut. En gros, le cancre était cuisinier. Il y avait ce qu'on appelait les métiers intellectuels et les métiers manuels. Et c'est resté longtemps, mais le métier manuel était considéré comme un métier de seconde zone. Si t'es mauvais, tu finiras cuisinier. Tu finiras cuisinier. Donc évidemment, j'ai fini cuisinier. et en fait, quand Paul Bocuse sort de ses cuisines, on met la lumière sur lui. Et là, il amène toute sa bande de potes avec lui, parce que c'était quelqu'un de très généreux. Il amène Guérard, il amène Trois Gros... et il les met tous en lumière. Et à ce moment-là, vu qu'il y a cette lumière, ils ont un moyen d'expression et un moyen de communication. On casse l'époque Escoffier, qui était l'époque des sauces grand veneur, des cuissons très longues, très grasses, très riches, et on arrive à une rupture qui s'appelle la cuisine nouvelle. Et cette cuisine nouvelle, elle est beaucoup plus légère. Il y a des portions qui sont plus petites, parfois trop petites. Et c'est aujourd'hui l'héritière de notre cuisine. Donc en fait, on a toujours réussi à se réinventer à chaque fois en étant en rupture, puisque en fait, on se rend compte que ce qu'on fait aujourd'hui, notre cuisine, elle est vivante. Et à chaque fois, elle se réinvente et elle se recrée. Se réinventer, se recréer, une sorte de recyclage au sens noble du terme, et se réinventer, tu le disais à l'instant. Comment tu analyses ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on est à la croisée des chemins, des tendances, c'est ce qui fait la force, et en particulier de la France et de la cuisine française, et qu'il y a quand même une tendance à se recroqueviller sur des identités, alors que les produits, on les trouve partout dans le monde, et en France, on trouve tous les produits. On a une capacité qui est une capacité je pense, d'autoflagellation. Chaque fois qu'on va un petit peu plus loin et qu'on est dans un progrès, on se rend compte que notre progrès, après l'avoir analysé, a engendré des répercussions. Moi, je me rappelle que quand on a commencé à pouvoir prendre l'avion pour voyager, c'était juste exceptionnel. On pouvait visiter le monde. Et puis là, aujourd'hui, on se rend compte que quand on prend l'avion, c'est pas génial parce qu'on fait une grosse impact carbone, une grosse trace environnementale. C'est compliqué. Avant, on pouvait prendre nos voitures. C'était exceptionnel aussi. C'était une liberté absolument incroyable. Mais là, aujourd'hui, maintenant, on revient toujours à chaque fois qu'il y a une innovation, chaque fois qu'il y a une liberté, on analyse a posteriori ce qu'on a créé en amont, qui était censé être du progrès. Oui, et puis les autres cultures nous enrichissent, ça, c'est ce que tu nous dis depuis toujours, et c'est ce qui enrichit ta cuisine, on en parlera tout à l'heure. Et pourtant, là, je disais, on se recroqueville. Et on recroqueville, et c'est étonnant. Parce qu'en fait, en réalité, le monde on le dit, on le sait, le monde est devenu un village. À l'époque, si je reprends toujours la Première Guerre mondiale, les taxis de la Marne, ils partent de la Marne pour aller à Verdun, ils mettent 2 jours et demi. Moi, aujourd'hui, je mets 2 heures et demie, je perds 2 points, mais je vais beaucoup plus vite. Et de la même façon, à l'époque, du coup, on était obligé de manger local.
mais hyper local. Mais pas parce qu'on était écolo-friendly, hein. C'était juste parce qu'en réalité, tous les aliments allaient pourrir très vite. Donc on avait une calèche, on avait un pain de glace, et il fallait que Avant que ça l'aliment n'effondre, ouais. arrive avant que ça fonde et avant que ça tourne. Le monde est devenu un village. Aujourd'hui, on peut avoir des aliments et des produits du monde entier. Et ça, c'est une énorme richesse. Et en plus, je suis un des co-signataires du rapport Agoralim qu'on a remis au Premier ministre sur la souveraineté alimentaire. Et donc, il y a eu même le changement du nom du ministère de l'Agriculture, ce qui est passé complètement au travers. Hein, personne n'a rien vu. Mais en fait, on est passé du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, où il n'y a plus d'alimentation, c'est fini, on n'en parle plus. C'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Ça fait joli, ça, c'est beau. C'est assez incroyable parce qu'en fait, en plus, quand on y réfléchit, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait une souveraineté alimentaire, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit des frontières autonome. quelque part. Ouais. En fait, et là, je me baladais, j'ai pris le train, et puis je suis très souvent en campagne, et même si on a un réchauffement climatique qui arrive, et même si de toute façon on va devoir changer nos cultures, parce que, évidemment, les quelques degrés qui vont venir vont faire que toutes les saisons vont être décalées, et les cultures vont être décalées, je me dis, mais comment aujourd'hui on en est arrivé à dire qu'un pays doit être autonome et souverain en intégralité sur son alimentation? Donc ça, c'est quelque part un repli qui est... Tu parles même d'un cycle régressif. Hein. Bah oui, qui pour moi est pas le plus joyeux. On se pose énormément de questions aujourd'hui. On a la loi Egalim. La loi Egalim, c'est une loi qui impose à peu près dans toutes les collectivités, dans les restaurations de collectivités locales. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire les hôpitaux, les écoles, les EHPAD, d'avoir au moins une fois par semaine un substitut de protéines animales. Ça, c'est la loi. Elle nous oblige à avoir du poisson en développement durable. C'est génial. Ça, c'est la loi. La réalité, c'est qu'elle ne s'intéresse pas du tout à une problématique qui, pour moi, est principale, c'est est-ce que ce que je donne à manger est bon et est-ce que ce que je donne à manger est mangé? C'est-à-dire qu'en gros, je vais rajouter des contraintes à un système qui ne fonctionne pas initialement. Braquons les projecteurs sur l'hôpital, c'est symptomatique, hein, Grégory. Alors, l'hôpital, l'hôpital, il y a eu un espèce de changement absolument dingue. Années 80, un ministre de François Mitterrand dit et décrète que l'hôpital n'est pas un hôtel. À partir de ce moment-là, on est sur service minimum dans tous les hôpitaux et on braque sur uniquement les séjours très courts. On ne veut pas que les malades soient dans un hôpital. Idéalement, on ne veut pas qu'ils soient très bien pour rester trop longtemps dans cet hôpital. Conséquence, on se retrouve avec des menus à 1,40 €, le plat principal. Moi, j'ai travaillé sur un programme qui s'appelle Repas Toqué à Saint-Louis. Quand je suis arrivé à Saint-Louis, j'ai commencé par le service oncologie, donc les jeunes adultes atteints du cancer. Et en fait, ils mangeaient rien. Ils mangeaient rien, c'était pas bon, c'était profondément dégueulasse. Et d'ailleurs, si je fais un sondage très rapide ici, on est tous passés à un moment ou à un autre à l'hôpital, soit parce que c'était une super bonne nouvelle, on attendait des bébés, et voilà, mais soit pour une nouvelle plus ou moins... On se souvient tous de la compote. Plus ou moins joyeuse. Bah oui, et puis surtout quand une femme vient d'avoir un bébé, on lui amène à manger. C'est-à-dire, vous ouvrez la truc, vous avez l'impression d'être dans une épicerie. Quand on est malade, la première chose qu'on fait, c'est nous amener à manger. Et nous, quand on se retrouve à l'hôpital et qu'on nous amène ce fameux plateau repas, on se dit mais c'est la double peine. C'est-à-dire que je suis un malade, deux pas bien, je suis en dénutrition ou malnutrition, sous-nutrition. Le mot restauration, c'est pour se restaurer, c'est-à-dire restaurer ses forces, étymologiquement parlant. Pourtant, ça devrait leur parler. Et ben pas du tout. C'est incroyable. Donc, j'arrive à l'hôpital Saint-Louis et je me rends compte que 80% du plat principal n'est pas mangé. Les chiffres, c'est terrible parce qu'on a tellement l'habitude d'entendre des chiffres que les chiffres ne nous parlent plus. Mais je vous demande juste d'essayer de focuser 2 secondes là-dessus. 80% du plat principal n'est pas mangé. Voilà. Il coûte 1,40 €. Donc, gâchis alimentaire, évidemment. Gâchis financier, évidemment. Mais surtout,
ça veut dire que 80% des patients ne mangent pas ce qu'on leur propose à manger. Donc moi, j'ai travaillé avec l'hôpital Saint-Louis, on m'a dit, c'est impossible, on ne pourra rien changer. Il dit, ok, très bien, on va travailler sur les contraintes. Les contraintes, c'est quoi? C'est 1,40 €, vous n'avez pas d'argent, on le sait, en tout cas, C'est le pas... budget. Voilà, à l'hôpital, on va pas mettre, on met pas d'argent dans l'alimentation, on met de l'argent dans les soins. Donc, ok, c'est 1,40 €. Deuxième problématique, il y a ce qu'on appelle la liaison froide. Je cuis la veille et je réchauffe le lendemain. Okay, mais on l'a tous fait, en fait, chez nous. On sait très bien que si on fait un poulet rôti la veille, le lendemain, si on le remet au four, il est sec comme c'est pas permis. Donc, il vaut mieux éviter de faire un poulet rôti à donner à manger. En revanche, si je fais un plat en sauce ou des lasagnes, je sais que dans la salle, il y a quelqu'un qui est très bon sur les lasagnes. Les lasagnes, si je les réchauffe le lendemain, elles sont plus sympas. Donc, je me dis, ok, bon, c'est pas une vraie contrainte, ça. Puis on continue. Le matériel, non, le matériel, ça passe. Et puis vient l'humain. À l'hôpital, dans la cuisine d'un hôpital, il y a, à Saint-Louis, il y a 20 personnes qui travaillent dans les cuisines de l'hôpital Saint-Louis. 2 personnes ont un CAP cuisine, 18 ont un CAP restauration collective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont fait un CAP où on leur apprend à ouvrir un sachet en plastique, à jeter le sachet en plastique dans la poubelle jaune, à jeter le reste des aliments dans la poubelle verte, à nettoyer avec tel produit et tel produit. Voilà. Donc, je me dis très bien, on va travailler là-dessus. Je vous fais la longue histoire très courte. On a servi depuis 2 ans plus de 30 000 repas. On est passé à 70% des plats consommés et on a augmenté de 2 centimes le panier moyen à l'hôpital. Donc, on est à 1,42 €. Ça fonctionne. On a Madame Macron qui est venue et qui nous a dit c'est formidable. On lui a dit merci. Est-ce que vous allez pouvoir nous aider? Oui. On a Martin Hirsch qui est venu et qui nous a dit c'est formidable, mais que ça tombe bien, puisque a priori ça dépend de vous. Et en fait, on n'est qu'à Saint-Louis. Ils n'ont absolument pas développé ou déployé quoi que ce soit, où que ce soit. Et la problématique, on peut la prendre sur l'hôpital, mais si on la prend aussi sur les EHPAD, on se rend compte que c'est même presque pire, parce qu'aujourd'hui, on a en plus de 75 ans à peu près 10% de la population française. Et on a 10% de ces 10%, c'est-à-dire 600 000 personnes, qui sont en EHPAD. Et qui sont en EHPAD pour terminer leur vie en EHPAD. Sur ces 600 000 personnes, 30% sont en malnutrition, 10% en dénutrition sévère. 4,80 €, c'est le prix d'une journée complète de collation dans un EHPAD. Tout compris, petit déjeuner, goûter, dîner. Et alors le cynisme, il est exceptionnel. J'ai rencontré, je ne vais pas donner de nom parce que vous devez connaître les différentes sociétés d'EHPAD, mais donc je ne donne pas de nom. Mais en réalité, le cynisme, il est assez exceptionnel parce qu'ils me disent, mais en réalité, 70% des personnes ne se rappellent pas ce qu'ils ont mangé la veille. Je dis, ah ok. Et puis, tu sais, aussi, il n'y a que 10% des familles qui s'intéressent et qui nous appellent pour prendre des nouvelles de leurs proches. Je dis, très bien. Je dis, donc en fait, on est dans un cynisme absolu, les amis. Vous êtes en train de me dire que, le client... Peu importe ce qu'ils vont manger, puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Et 2, vu que le client qui paye, qui est la famille, s'en veut fout, être tranquille, mais surtout pas... continuons comme ça. Il y a aussi quelque chose qui est caractéristique. C'est gai, non? Ouais. Non, mais toi, avec les repas toqués, il y avait un signe qui ne trompait pas. L'assiette vide. Ouais, le principe, il est très simple. On peut monter, descendre, faire tout ce qu'on veut, parler avec des super groupes comme Elior, comme Sodexo, qui font ce qu'ils peuvent et qui vont de toute façon expliquer que c'est un problème financier. C'est pas un problème financier, c'est un problème de formation. Compétences. De compétences et de volonté. Mais en réalité... quelque chose qui est très très simple, c'est ce qu'il y a dans un restaurant. Dans un restaurant, il y a ce qu'on appelle la marche en avant. Je pose mon assiette au passe, c'est une assiette que j'ai dressée, qui est belle. Elle part en salle, elle revient, et moi au passe, je regarde. Si elle est vide, je sais naturellement qu'il y a une satisfaction du client. Si elle est partiellement entamée, il y a un problème. Et donc, je vais en salle et je vais aller m'entretenir avec le client. Est-ce que c'était sous-cuit? Est-ce que c'était surcuit? Est-ce que c'était mal assaisonné? Est-ce que c'était à son goût? Est-ce qu'il veut que je change? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Eh bien, l'étalon de l'assiette vide, elle n'est appliquée dans aucune restauration collective. Peu importe. Aujourd'hui, on dit des choses qui sont exceptionnelles. Là, on a reçu il n'y a pas longtemps
le renouvellement du contrat de la cantine scolaire de mes enfants. Alors c'est fabuleux. Parce qu'ils s'engagent à plein de choses. Ils s'engagent au bien-être animal, super. Ils s'engagent à de l'éco-responsabilité, top. Ils s'engagent à limiter l'empreinte carbone, voilà. top. Ils s'engagent à du local, top. Et ils s'engagent à une fois par semaine un repas plaisir pour les enfants. Une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est merveilleux. Qu'est-ce que tu leur as dit? Parce que revenons sur ce qu'est le chef. Vous êtes un peu des metteurs en scène, quelque Alors, part. nous, on a changé. Alors, au début, on était on essayait de donner du plaisir. En fait, c'était tout. Le partage, en fait. On partageait, on transmet à nos équipes. Donc ça, c'est ce qui se passe dans l'arrière-scène. Et puis, on essaie de transmettre du plaisir. Et puis, après, on nous a demandé d'avoir une conscience écologique et animale. Donc, on a une conscience maintenant écologique et animale. Et puis après, on nous a demandé d'avoir une conscience au niveau de la nutrition. Et puis peut-être même un petit point médical sur le gluten. Alors, il y a des personnes qui sont allergiques au gluten. Donc, comment on fait quand la personne est allergique au gluten? Alors, on est allé chercher, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait des vieilles variétés de blé, la barbu du Roussillon par exemple, qui avait du gluten, mais qui avait du bon gluten, c'est-à-dire un gluten qui n'encapsulait pas tout ce qu'il pouvait y avoir comme produits chimiques qui pouvaient empêcher une bonne digestion. Et la fleur de Berry aussi qui fait ça. Donc on a commencé à transformer toute l'alimentation avec la loi Egalim où on nous demande de travailler sur du végétarien. Eh ben, on travaille sur du végétarien, mais il faut qu'on réinvente des nouveaux plats. Sur du vegan aussi, parce qu'on a aussi des clients qui sont là et qui nous demandent du vegan. Donc on intègre un petit peu toutes ces notions-là, tous ces paramètres-là, en essayant toujours d'exceller dans le goût, dans les saveurs. Toi, ça te stimule? Ah oui, moi j'adore ça. Moi, je trouve que... Des contraintes naît la créativité, c'est ça? Oui, en fait, quand on a une page blanche, j'imagine que vous avez tous eu ce syndrome de la page blanche. C'est compliqué, quoi. Elle est blanche. C'est hyper compliqué à remplir une page blanche. En revanche, si je commence déjà à mettre quelques pré-chapitres, et après, si en plus j'ai une autre contrainte et je mets des sous-chapitres, ben d'un seul coup, c'est super plus simple de la remplir. Donc, quelque part, comme moi je suis un grand fainéant, le plus on me met de contraintes, le plus je suis content. Hein. Comment tu évalues le rapport des Français à la cuisine? On a tous ces sujets on parlait de partage de la valeur, donc pouvoir d'achat, des sujets comme ça. Le sujet du rythme, des saisons liées au climat. Comment on peut se projeter en conservant une identité de la cuisine française, qui est donc cette mixité que tu rappelais tout à l'heure, toutes ces influences, cet amalgame au bon sens du terme, et éviter qu'on tombe dans le grignotage. On appelle ça le snacking. Hein. Ouais, le snacking. Alors, en France, on a un rythme qui est assez déterminé. Hein. On tient à nos repas. On passe un petit peu plus de temps à table que nos voisins. On considère que le repas est important. On a tous ici dans la salle un souvenir de notre plat préféré. Si je vous vois en train d'y penser. On se fait un sondage là, je pense que tout le monde a son souvenir de plat préféré. Alors, allez-y. Qu'est-ce qu'il y a par exemple? Jacques? Le canard aux olives. Pour Jacques. Pas mal. De ta maman. Pas mal. Sanglier aux oreilles pour Alexandre. Qui d'autre? La purée saucisse, voilà. Oh, purée de nous autres. Oui, effectivement, ça c'est bon ça. La choucroute. La choucroute. Voilà. Et en fait, là, le mot, il vient d'être donné, c'est la grand-mère. Et ça, c'est génial. Parce qu'en réalité, c'est pas le ravioli à daube qui est intéressant, ou le canard aux olives, ou le sanglier, sauf si tu le chasses, mais c'est la grand-mère. Et c'est au-delà de la grand-mère, c'est ce moment où tu es à table, et autour de toi, il y a sans doute tes parents, il y a sans doute tes frères et sœurs, il y a ta grand-mère qui est en cuisine, et il y a un moment qui est un moment de pur plaisir. Et c'est cette fameuse Madeleine de Proust. Et en fait, on se dit tous que, et c'est le Graal du cuisinier, c'est qu'en fait, on aimerait créer des émotions. En fait, on aimerait être créateur d'émotions. Moi, j'adorerais que quand on vient dans un de mes restaurants, on ressorte en disant, oh là là, ce restaurant-là, je m'en rappellerai,
ce que j'ai mangé là-bas, je m'en rappellerai tout le temps. Parce que ça voudra dire que c'est pas que ce qu'il y a dans l'assiette qui était bon. C'était tout ce qui se passait autour et ce moment-là qui se retrouve gravé hors temps dans une mémoire personnelle. Le futur du chef par rapport à toutes ces incantations, ces injonctions paradoxales, ces dictates, et je le disais par rapport à tous ces changements, le climat, les récoltes ne sont pas les mêmes demain qu'aujourd'hui parce que justement le rapport aux saisons et au climat a changé. Comment tu vois les choses? On va essayer d'être positif. Alors, on va être très positif. Moi, j'ai rencontré un monsieur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, tu vois, ça commence bien, qui s'appelle Yves Coppens. Et alors, Yves Coppens, c'est, pour ceux qui ne savent pas de qui il s'agissait, c'est un anthropologue, c'est celui qui a trouvé Lucie. Et en fait, j'étais allé le voir et à la fin d'une conférence et je lui ai dit, ça devient compliqué, hein, le réchauffement climatique, on va tous brûler, les icebergs ils vont fondre, on va être submergé, le trou dans la couche d'ozone, le soleil. Les agriculteurs vont foutre la clé sous la porte ou sous la grange. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi j'ai quand même 4 enfants accessoirement et du coup j'ai pas trop envie de culpabiliser. Et il m'a dit en fait l'être humain c'est toujours adapté, mais toujours et en tout temps. Et j'ai rencontré un petit peu après le directeur de l'ONF. Et je lui ai dit, écoute, moi je suis en Normandie et il commence à faire très chaud, qu'est-ce que je dois planter? Et il me dit, en fait, on a fait un programme à l'ONF qui nous permet par région de pouvoir dire ce qu'il faut planter à horizon, puisqu'un arbre, il lui faut 20 ans, 30 ans. Et il me dit, voilà, dans 30 ans, à cet endroit-là, voilà le temps qu'il fera. Et voilà, du coup, ce qu'il faudra planter, enfin ce qu'il faut planter aujourd'hui pour que ça pousse. Ça, c'est pour les arbres. Nous, pour les cultures, ça va beaucoup plus vite. C'est de saison en saison. Donc il y a zéro souci. L'aubergine est devenue... Même si les cycles se rapprochent un peu. Les cycles se rapprochent, mais oui, les cycles se rapprochent, mais même là, je vais vous dire quelque chose. Là, il n'y a pas longtemps, sur France Inter, j'ai eu le droit à l'Aubergine Gate. J'ai fait une recette d'aubergine début décembre. J'ai eu 25 auditeurs qui ont envoyé des mails. Les mails sont partis directement au médiateur de France Inter, de Radio France. Le médiateur de Radio France, comme il a eu plus de 20 mails, a déclenché une alerte qui est passée dans la lettre de Radio France et France Culture pour l'aubergine. Et là, on m'a appelé, on m'a dit, il faut que tu t'expliques. C'est pas possible, il faut que tu t'expliques. Putain. Pourquoi l'aubergine? J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait avec une aubergine? Alors, je suis revenu et j'ai expliqué. J'ai expliqué que il faisait très chaud en décembre cette année. Voilà. Et que la saison était hyper propice dans le sud de l'Italie à la culture de la petite violette, qui est une espèce d'aubergine, et que c'est pour ça que j'avais parlé de cette aubergine. Et que donc on était en la pleine saison, début décembre, de l'aubergine violette du sud de l'Italie. Alors on m'a dit, mais c'est fou, c'est pas possible. Mais alors c'est ça le réchauffement climatique? J'ai dit oui, on n'avait jamais connu ça, à part il y a 70 ans, où on avait eu un mois de décembre encore plus chaud que le mois de décembre auquel je faisais référence. Donc, oui, il y a un réchauffement climatique, évidemment. Oui, les cultures vont changer. Mais c'est pas grave, elles vont migrer et elles vont évoluer. Là, aujourd'hui, par exemple, en Corse, on fait du kombava. Kombava, c'est un espèce de petit citron vert. On a l'impression qu'il est très très vieux, il est bosselé dans tous les sens. Au départ, il est de Thaïlande, mais on a un super climat qui nous permet de l'avoir. On fait du cédra. Donc on fait pratiquement toutes les agrumes là-bas. Et donc plus ça va aller, plus on va évoluer et juste nos cultures vont changer et nous on va s'adapter. C'est un combat des chefs ou c'est une passion des chefs là, qui va vous animer dans les années à venir, toi et tes homologues? Alors, à moi, à titre personnel, je suis profondément un révolté permanent, d'où mon coup de gueule sur les EHPAD, les écoles ou les cantines, quelles qu'elles soient. Donc ça, je vais toujours être vigilant. Il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant au bien-être animal aussi parce qu'on a une conscience qui se développe et une conscience qui est encore plus affective qu'avant. Donc il faut en tenir compte. Parce que ça serait facile de mettre un revers de la main et de dire oui, mais bon, ça va. C'est pas grave, c'est des animaux, c'est une mode, ça va changer. Ok, il faut en tenir compte.
Donc il y a des associations qui se créent. Il y a une association qui s'appelle Bleu Blanc Cœur qui remet en fait un espèce de côté un peu bon sens paysan qu'on a perdu. Aujourd'hui, on nourrit pratiquement 70% de nos bovins avec du soja, des pains de soja. Et ces pains de soja, il faut les fabriquer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un impact énorme en Argentine, où ils ont arrêté toutes les cultures, à part le soja. Donc, ils font de la monoculture de soja, ce qui fait qu'ils sont obligés d'importer tout le reste. Donc, si tu veux, le vrai combat, il va être de se dire, essayons de remettre l'église au centre du village, essayons de reprendre du bon sens, et essayons d'avancer avec intelligence. Un dernier exemple, je vais être très court. Un des best-sellers qu'il y avait avant à l'hôpital, c'était la boulette à l'agneau. La boulette à l'agneau. Alors, la boulette à l'agneau, c'est exceptionnel parce qu'en sémantique, moi, quand je fais une boulette, je fais une boulette d'agneau. Mais là, c'est la boulette à l'agneau. Donc, ça a attiré ma curiosité. J'ai commencé à regarder ce qu'il y avait dans la boulette. À la boulette à l'agneau. Et si je demande à n'importe qui ici, il va prendre de la viande, 90-95% de protéines animales, plus ou moins grasses en fonction de ce qu'on veut. Puis après, les aromates dedans, bon, on arrive à une boulette d'agneau. Eh bien là, non. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, c'est exceptionnel. Il y a des lois. La loi dit on doit donner l'origine et la provenance des animaux. Alors super, ils disent qu'il y a de l'agneau qui est originaire d'Union européenne et autres. On est bon. Ensuite, ils disent viande, bœuf et autres. Et autres. Oh purée. Alors, on ne sait pas de quelle partie on parle, on ne sait pas si c'est du minerai, on ne sait pas si c'est du cartilage, on ne sait pas si c'est du gras, on ne sait pas si c'est de la viande, bon. Autre. Et je regarde et j'ai dit, bon, bah, ok, combien de pourcentage? 16%. Donc il y a 16% de matière protéine animale, le reste c'est du bambou, parce que c'est normal, on met toujours du bambou dans ces boulettes à l'agneau, et du soja, dextrose, donc c'est du sel avec de l'eau pour donner du poids. Et c'est exceptionnel. C'est le best-seller. C'est le best-seller. Hein. Aujourd'hui, si vos enfants reviennent et disent maman, j'ai mangé des boulettes à l'agneau ou papa, j'ai mangé des boulettes à l'agneau. Interrogez-vous. Voilà. Donc le combat du chef, il est là. Il est de dire on arrête les conneries, s'il vous plaît. Arrêtons les conneries. Comment est-ce qu'on fait pour goûter aux créations de Grégory Cohen? On va où alors? Alors là, je viens d'ouvrir un restaurant qui est à Rueil-Malmaison. L'adresse qui est Place Richelieu, à Rueil-Malmaison. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle le Père Joseph. Mais vous ne m'y verrez plus parce que je l'ai ouvert et je l'ai revendu tout de suite pour me consacrer à un autre projet qui est beaucoup plus grand, qui va être à Rungis. À Rungis, c'est 1200 mètres carrés, avec 5 restaurants et un restaurant à l'étage. Ce restaurant à l'étage, je vais cuisiner avec une intelligence artificielle en hologramme. Donc ça, c'est aussi une des choses qui est sympa et rigolote à faire. Mais ce sera de la vraie cuisine et on mangera pas des boulettes à l'agneau. On mangera pas un hologramme, un plat en hologramme. Passionné, créatif et inventif. Grégory Cohen, merci beaucoup. Grégory. Merci à vous. Reste avec nous. Qui a Lionel? Frédéric, si tu veux bien tendre le micro à Lionel qui veut réagir. Des boulettes peut-être? Il y avait les boulettes à la gaffe. Mais j'avais une question sur la boulette à l'agneau. Ouais. La question c'était, mais finalement, si vos enfants mangent la boulette à l'agneau à la cantine et que vous leur faites une boulette d'agneau à la maison, ils vont préférer quoi? Alors, réponse dans le numéro de Pomme d'Api de ce mois-ci où je fais des boulettes, des keftas avec mes enfants. Cuisiner avec vos enfants, c'est génial parce que mon fils m'a dit tiens, c'est drôle, papa, c'est comme la pâte à modeler. Et il faisait des boulettes, il était tout content et il les a mangées puisqu'il les avait faites, donc encore mieux. Autre question peut-être ou réaction? Merci beaucoup. Bonjour, Richard Delay. Donc, je dirige la recherche du groupe UGS et l'innovation. Et on est en train de travailler sur un ouvrage qui s'appelle Management et gastronomie. C'est un bon titre. Pourquoi? Parce que, en fait,
comment tu vas te tenir à table, on saura comment tu manages. Et je pense qu'il y a vraiment un lien entre les deux. Donc, merci pour la préface que vous acceptez de faire déjà pour l'ouvrage. C'est très sympa. Grégory, j'aime beaucoup. Il y a 2 précisions que j'aimerais apporter. La première, c'est que choucroute, en allemand, ça se dit Sauerkraut. Voilà, donc c'est le chou qui est sûr. Donc ça va bien avec sûr en étant amer. Pas toujours très sûr, mais sûr de même. Voilà, fermenté. Un autre point sur la structuration de la cuisine. Et après, j'en viendrai à ma question. On fête aujourd'hui les 239 ans d'une personne essentielle pour la cuisine française et pour son identité. C'est Monsieur Carême. Antoine-Marie Carême, qui lui a structuré la cuisine. Il a fait de la cuisine, c'est-à-dire la cuisine, le chef qui, au moment de l'aristocratie, va sortir du périmètre français. Le chef de cuisine qui était au service de l'aristocratie va donc se retrouver dans les rues, et là, il devient non plus un serviteur, mais il devient un chef de cuisine. Grand Véfour étant le premier en France. Ce qui est intéressant, c'est que notre ami Carême, il transforme cette cuisine de chef en cuisine diplomatique. C'est-à-dire que la cuisine française, sa particularité et son identité, c'est que c'est une cuisine diplomatique. Dans les ministères, je parle sous couvert de mon ancien ministre à côté de moi, on reçoit, on structure le service à la française, le service à la russe, on structure les béchamels, etc., d'une manière très précise. Et l'identité de la cuisine française, elle se fait sur la cuisine diplomatique. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, Escoffier, premier à avoir eu la Légion d'honneur, si mes souvenirs sont bons comme chef, c'est la Bible de tout cuisinier. Ma question, elle vient, après cette petite précision. En fait, tout à l'heure, on a parlé des véganes, les anti-spécistes, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que la cuisine, plutôt que de rassembler le coum entre nous, la communauté, elle n'est pas en train de diviser plutôt la société ? Alors, plusieurs choses. Merci pour ces précisions. Le premier restaurant, juste pour le dire, n'est pas français. Ça va nous faire tous hérisser. Il est anglais. C'est pour ça que vous ne le disiez pas. Bon, quand même. Le service à la française, c'est pas du tout le service qu'on utilise aujourd'hui à table. On utilise le service à la russe, qui a été proposé par l'ambassadeur de Russie en France. Parce qu'ils trouvaient que c'était trop opulent et que tout le monde devait aller servir le service à la française. C'était quand on mettait tous les plats sur la table et que tous les plats qui se ressemblaient et on allait se servir en même temps sur la table. Voilà, bon. Donc il a structuré, c'est cet ambassadeur russe qui a structuré le plat tel qu'on le connaît. Non. Pour vous répondre, généralement, il ne faut jamais dire oui ou non à une question. Il faut toujours essayer de tourner autour de la question, mais en réalité, non. Du pour, en l'occurrence. Oui. Écoutez, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'immense joie de recevoir Roger Serre et sa charmante épouse dans un de mes restaurants. Et il y avait 26 convives et plusieurs tables. Et j'ai fait quelque chose qui est assez simple, c'est que... Et dans les tables, il y avait de toute opinion politique, de tout groupe ethnique, de toute religion, peu importe. La seule chose qui les réunissait, c'était ce moment. Et ce moment, c'était un moment de partage. Et il a été même tellement génial que tout le monde est allé parler avec les tables d'à côté. C'était exceptionnel. Quand j'allais expliquer... Et personne ne se connaissait, donc j'allais expliquer, tiens, voilà, ça c'est un black cod. Donc ça s'appelle une morue charbonnière. On la pêche à plus de 1300 mètres de profondeur. Elle est au nord de l'Alaska. Elle est pêchée que pendant cette période-là. Et moi, je l'ai j'ai expliqué comment moi je suis allé la pêcher là-bas. Et les gens d'à côté. Créer du lien. Hein. Et en fait, on crée une histoire, on crée du lien, et ensuite on partage l'expérience de la dégustation. Et en fait, ça nous rassemble. Donc je trouve que la cuisine aujourd'hui, c'est le seul vecteur qui te permet à table de manger et d'être tous contents et d'accord. Et encore plus même, je vais plus loin, quand tu découvres la cuisine de l'autre. Parce que tu es beaucoup plus enclin à découvrir à travers sa cuisine une partie de ses origines et une partie de ses traditions. Et tu te rends compte à ce moment-là que ce souvenir de grand-mère que vous aviez quelque part, c'est peut-être le même que celui qui va te présenter un plat du Mali ou un plat de Thaïlande, parce que c'est sa grand-mère qui l'avait fait aussi de cette façon-là. Et tu te retrouves avec une liaison de l'invisible qui fait que forcément, t'es bien. Autre question.
Oui, bonjour, Caroline Naquet, je suis la DRH de Manutan. Et en fait, j'ai pas vraiment de questions. Je voulais vous faire part d'une expérience qu'on a depuis 10 ans en fait, dans mon entreprise, où on a fait le choix assez courageux, je pense, d'avoir un vrai restaurant avec un chef, avec une équipe de 10 collaborateurs qui sont donc complètement internalisés et avec des chartes sur les produits. On est 80% locavore, on est dans le Val d'Oise, avec justement cette idée que bien nourrir nos collaborateurs, c'était déjà un premier grand élément de contrat social qui nous lie à eux. Et donc, moi, j'ai découvert ça parce que ça fait pas très longtemps que j'y suis arrivée. Et c'est, je dois dire, un élément très différenciateur par rapport à ce qu'on peut manger dans même des très bons dits RIE qu'on peut voir à la Défense ou ailleurs. Et c'est sûr que c'est sûrement plus cher pour l'entreprise. Bon, après, on n'a pas 4000 collaborateurs non plus. Mais pour un panier c'est 3,60 € qui est facturé à chaque collaborateur. Je pense qu'on a le meilleur rapport qualité-prix du département. Donc voilà, donc c'est possible. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par ce type d'initiative, On va aller manger chez toi. Alors, voilà, je peux vous faire des visites. On va venir. Non, mais non, c'est très important parce qu'en plus, on se rend compte qu'on a de plus en plus de difficultés à attirer des talents, particulièrement des jeunes, et qu'ils ont besoin de conscience, ils ont besoin de vérité au sein de l'entreprise, de transparence, mais bien manger aussi. Ça fait partie d'un des pôles d'attraction. C'est le début du bonheur. Hein. C'est déjà le début du bonheur. Jean-Michel. Une question, chef. Je ne vais jamais au restaurant. Mais j'en ai beaucoup entendu. En fait, je disais que ce personnage avait l'air désagréable, mais finalement, c'est ça. Très, hein, j'ai l'impression. Ah, c'est ça. Alors, ce que vous avez dit, je suis évidemment tout à fait d'accord, mais j'ai beaucoup d'amis restaurateurs qui souffrent beaucoup de ce manque de communion que vous évoquiez à l'instant. Un ami restaurateur, c'est un peu vieux, ça doit dater d'il y a quelques mois, me disait, c'est quand même dingue. Hier, j'ai une table de 8 couverts. J'ai fait 8 repas différents pour les 8 personnes. J'ai un menu carte, hein, vous voyez le menu carte, genre 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, machin, etc. Mais il y en a un qui était végétarien, l'autre sans gluten, le troisième machin, le quatrième. Elle me dit, donc à ce moment-là, je ne peux pas servir ce que j'ai déjà préparé. Il faut que je réalise des plats spéciaux pour chacun correspondant à son goût culinaire. Son identité. Son identité. Mais je ne critique pas ça, simplement. J'ai l'impression du coup que la cuisine suit les mœurs, suit la société. Aujourd'hui, avant, on se retrouvait autour des mêmes, des mêmes plats. On aimait moins quelque chose, on n'aimait pas, parfois même un aliment que vraiment on n'aimait pas du tout. Mais enfin voilà, des valeurs communes. La communauté faisait que, voilà, on mangeait ce qu'on vous servait. Aujourd'hui, il est de bon ton, comme disent les pêcheurs, de faire part de sa singularité et même de la revendiquer. J'ai découvert, je ne devrais pas dire ça, mais j'ai découvert sur le tard que je connaissais des gens qui étaient intolérants au gluten. Pendant 20 ans, je les ai vus manger au restaurant. Comme aurait dit le président Chirac, ça m'en frôlait une sans toucher l'autre. Ça n'a jamais posé de problème. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'impression que, comme on le disait, c'est tout à fait dans le lien de ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a une certaine fierté à revendiquer une singularité que je considère parfois comme un peu artificielle. Alors, je vais répondre à ça. Alors, je ne connais pas votre ami restaurateur, mais il est mal tombé. Généralement, quand on va dans un restaurant, on sait à peu près où on va. Aujourd'hui, et c'est ça qui est vachement bien, c'est qu'on peut intégrer cette notion de communication qui est présente et qui est parmi nous, peut-être même d'hyper-communication, parce que maintenant, il y a même des restaurants qui sont plus des restaurants de marque autour d'une personne, mais qui deviennent des restaurants de marque d'une émission de télévision, comme là, Top Chef, le bistrot Top Chef qui vient d'ouvrir hier. Mais si on reprend ça, moi, quand quelqu'un vient dans mon restaurant, il sait ce qu'il va manger. Ça m'arrive rarement. Il va me faire part de son intolérance et je vais la prendre en compte.
et en considération, mais il sait ce qu'il va manger. Nous, quand on a fait à temporalité, j'avais même fait un exercice encore plus compliqué. J'avais fait un menu unique. Bon, le menu unique était mis en avant en communication auparavant, et les gens devaient nous dire s'il y avait des intolérances en particulier. Sur l'ensemble des services, on a fait ça pendant 2 mois. Et sur tous les services, j'ai dû avoir une personne, un petit malin, qui m'a dit qu'il était allergique aux décapodes rampants, au crabe. Voilà. Et donc, juste, il voulait faire un jeu de mots et me montrer qu'un décapode, ça le faisait marrer de me dire ça. Bon, voilà, c'est tout. Mais en réalité, franchement, pas grand-chose. C'est marrant parce que je voulais remercier Stéphane de Miolis, parce que quand il m'a invité ici, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? Parce que je vais être avec des personnes et personne ne va me poser de questions, mais tu vois, finalement, on me pose des questions. D'ailleurs, j'ai une dernière question, et c'est vous qui la posez. Oui, Très rapidement. Merci. J'ai juste une question. Je voulais faire le parallèle avec le management. Vous avez parlé de l'organisation des cuisines en brigade, qui est très hiérarchisée. En entreprise, on voit qu'on remet en cause complètement ce mode de management très Jérôme, on hiérarchisé. décale d'autant. Hein. On parle de management participatif, d'organisation à plat. Et je me posais la question si en cuisine aussi, c'était quelque chose qui était dans l'air du temps. Est-ce qu'il y avait une tendance à repenser le système d'organisation Alors, en réalité, je vais la faire très courte, mais le chef de cuisine, c'est le chef d'orchestre. Et à un moment dans tous les services, il y a ce qu'on appelle le coup de feu. Le coup de feu, c'est le moment où on est en panique et où toutes les commandes arrivent en cuisine au même moment. Le moment où, évidemment, on s'est planté d'entrée, il y a un plat qui revient, il se passe quelque chose de terrible. Et là, en fait, on calme tout, et c'est le chef qui reprend la main. Une espèce de verticalité. Et c'est la verticalité. Et donc, c'est lui qui dit « stop ». Plus personne ne bouge. Toi, tu vas faire ça, 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 ça. Et les choses s'exécutent et se remettent en place, et après, tout le monde retrouve. La hiérarchie qu'il y a, c'est pas une hiérarchie, et c'est là où les gens peuvent se tromper en cuisine, c'est pas une hiérarchie de commandement, c'est une hiérarchie de transmission. C'est au même titre qu'à l'époque, les bâtisseurs, on avait l'apprenti, le compagnon et le maître. C'est la même chose. Je vais avoir mes apprentis, mes chefs de partie, mon sous-chef, mon second, etc. Et c'est en ça que cette hiérarchie existe, pour que chacun puisse prendre en apprentissage et apprendre en fait. à celui du dessous, qui va monter d'un niveau, qui à son tour va apprendre, qui va remonter d'un niveau, etc. etc. C'est pas la même chose en ce sens que dans une entreprise. Il n'y a pas la rigidité. Jacques. Très vite. La France est un grand pays de cuisine, c'est aussi un grand pays viticole. Quelle place vous accordez à l'Alliance Mévin dans la qualité de la cuisine? Non, mais c'est essentiel, évidemment. Aujourd'hui, en fait, ce qui définit la France, et c'est vrai qu'on parlait de la France qui rayonnait à l'étranger. Même petite parenthèse, à un moment, on avait un petit doute, et Laurent Fabius avait demandé une étude qui allait être réellement quantifiée. Et donc, ils ont créé un outil qui s'appelle la liste, qui aujourd'hui est dans 200 pays, qui définit quels sont les 2000 plus grands restaurants dans le monde. Et ils voulaient voir si, objectivement, c'était El Bulli en Espagne qui débarquait avec sa cuisine moléculaire et qui nous mettait minables, ou alors si on était encore les meilleurs en gastronomie. La réponse est on est encore les meilleurs en gastronomie. Mais ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs parce que nos plats sont juste bons. C'est-à-dire qu'on est les meilleurs en gastronomie parce qu'on amène une expérience complète. Et l'expérience, elle passe évidemment aussi par ce fameux liquide qui nous enivre et qui nous fait avoir des belles discussions désinhibées. Eh bien, on trinquera tout ça tout à l'heure. Merci beaucoup, Grégory Cohen. Merci, Grégory. Passionnant. Voilà. On est ravis de vous avoir eu.